bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur, bien sûr, au programme aujourd'hui. Elles font partie du conte de fées de la tech. Les licornes ont envahi l'imaginaire des startups. Gros mot à suivre. Il a une idée derrière la tech, bien sûr, comme toujours, Damien Douani. Damien, aujourd'hui, tu vas nous prouver que le contrôle parental peut aussi être pédagogique. Il peut être totalement cool d'ailleurs, on va le voir. Et puis, 15 ans, c'est l'âge de la majorité numérique en France. Oui, mais comment accompagner les plus jeunes dans leur vie en ligne? C'est parfois un casse-tête pour les parents. Enfants connectés, tous concernés, c'est le thème de ce Safer Internet Day 2022. Pour en parler justement avec nous aujourd'hui, Axelle Dessin. Axelle, vous êtes coordinatrice du Safer Internet sans crainte, et vous organisez cette journée de mobilisation pour la 19e édition. Carole Vianney-Bess, vous êtes membre du collège de l'ARCOM, le nouveau nom du CSA, et on verra que ce changement de patronyme, c'est aussi un changement d'envergure et d'écran à réguler. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et puis on est aussi rejoint par Nils Haddad. Nils, tu as 14 ans, tu vas nous parler de ce qui s'est passé pour toi. Bonjour, tu nous parleras de ce qui s'est passé justement pour toi à l'école. On attend ton témoignage, évidemment. Mais d'abord, focus. Ce sont des animaux en or massif. Les licornes, elles ne sont pas qu'une légende, elles sont une réalité valorisée à 1 milliard d'euros dans l'écosystème numérique. Suivez le guide de ce zoo avec Édouard Deniau. Une licorne, dans l'univers de la tech et de l'entrepreneuriat, désigne une entreprise bien particulière. Toutes les sociétés ne peuvent pas prétendre au titre de licorne. Pour cela, il faut répondre à des critères bien précis. Pour qu'une start-up devienne une licorne, elle doit être valorisée à plus d'1 milliard de dollars, elle ne doit pas être cotée en bourse et ne doit pas non plus être la filiale d'un grand groupe. Son modèle économique est basé sur une croissance rapide financée par des fonds extérieurs avant de se concentrer sur sa rentabilité et ses revenus. Le terme a été créé en 2013 par l'investisseuse américaine Aileen Lee. Elle a choisi cette expression bien précise parce qu'une start-up licorne est aussi rare que l'animal fantastique et que ce mot renvoie à la culture geek. À ce jour, il existe 865 licornes dans le monde, principalement aux États-Unis et en Chine. Avec ces 26 licornes, la France est le 3e pays d'Europe, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Parmi les licornes françaises les plus célèbres, on retrouve Blablacar, Lydia, Deezer ou encore Back Market. Et tout de suite, enfants connectés, tous concernés, c'est le début de notre discussion. Et nous sommes désormais près de 4,95 milliards d'internautes dans le monde, 62,5%, c'est très précis, de la planète est donc en ligne. Alors l'éducation au numérique vaut pour toutes et tous, pour tout le monde, ados comme adultes. Axelle Dessin, Safer Internet Day, c'est la journée vraiment de mobilisation pour un Internet sans crainte. C'est la 19e édition d'ailleurs. Cette année, un rendez-vous qui sensibilise les familles et les acteurs de l'éducation à des pratiques numériques responsables et surtout positives. Il faut forcément être expert pour comprendre le sujet. Non, c'est justement ce qu'on a envie de montrer. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème très fédérateur. On voulait montrer que ça concerne tous les acteurs, les jeunes, mais évidemment tous les acteurs qui sont autour des jeunes. Et on voulait surtout déculpabiliser, rassurer les parents qui baignent souvent dans un discours assez anxiogène sur le sujet. Et l'idée, c'est pas de se voiler la face. Effectivement, il y a des risques. On peut rencontrer des problèmes quand on n'est pas vigilant, mais on veut aussi leur montrer qu'il y a des solutions, que ça ne demande pas une expertise, d'être ni expert du numérique, ni expert des réseaux sociaux pour bien accompagner son enfant. Utilisateurs et utilisatrices du numérique, ça suffit déjà pour avoir justement ce niveau de compréhension des usages, des objets dont on parle, ou parfois on peut quand même un petit peu se laisser guider par ses propres usages qui ne sont pas ceux de ses enfants. Tout à fait. Déjà, accompagner son enfant dans le numérique, ça repose beaucoup sur le vivre ensemble finalement, et donner des règles que l'on peut donner quand on donne à ses enfants quand ils sortent pour la première fois dans la rue. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de les laisser sortir et de ne pas les informer qu'ils peuvent rencontrer des inconnus, qu'il y a des endroits dangereux. Le net, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas des espaces qui sont réservés aux enfants. Donc ça demande de connaître certaines règles, d'avoir une certaine vigilance en tout cas, pour avoir justement une expérience positive du numérique.
Et ces nouveaux espaces, c'est justement vous, Carole Bien-Aimée-Besse, qui les investissez, si j'ose dire. Tablettes, ordinateurs et smartphones, c'est vrai que les écrans se sont démultipliés. Ça ne se limite pas qu'à celui de la télévision. Et c'est la raison pour laquelle le CSA a changé de nom au 1er janvier dernier. C'est désormais l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est aussi un changement d'envergure et d'écran pour le régulateur que vous êtes. Oui, totalement. Alors c'est effectivement né de la fusion avec Adopi. Donc le CSA a fusionné avec Adopi pour créer l'ARCOM. Donc un régulateur qui est effectivement plus en lien avec les usages aujourd'hui. Vous l'avez dit, les écrans sont partout, on en compte environ 5 par foyer. Il y a effectivement une consommation donc en famille. L'écran dans le salon est toujours là pour la retransmission sportive, les grands moments de la vie politique, mais il y a aussi une consommation qui se fait en solitaire, si je puis dire, avec les téléphones, les tablettes, où les enfants peuvent se retrouver face à des contenus inappropriés. Je dis les enfants, mais aussi les adolescents, parce que même si on peut noter une maturité chez les adolescents, de la maturité émotionnelle, elle n'est pas forcément là. Donc, de ce point de vue-là, il faut vraiment prendre en compte la formation du cerveau pour s'assurer, en tant que parent, encadrant, qu'un enfant ne peut pas être exposé à tout type de contenu. Et puis il y a notamment cette mission aussi de mieux protéger les citoyens et notamment le jeune public face aux nouveaux défis liés au numérique. 83% des parents reconnaissent ne pas vraiment savoir ce que fait leur enfant sur Internet, mais ils sont tout aussi nombreux à être préoccupés par ces usages, avec d'ailleurs un paradoxe, on le disait à Axel il y a encore une seconde, des parents qui sont eux-mêmes utilisateurs du numérique, mais en décalage avec les pratiques de leurs enfants. Ça donne un nouveau concept, celui de la parentalité numérique. Ça veut dire quoi exactement ? Alors, ce qu'on entend par parentalité numérique, c'est d'échanger, de savoir accompagner ces enfants dans leur éducation au numérique. De la même manière que les parents accompagnent leurs enfants sur plein d'aspects d'éducation, ils doivent oser se ressaisir de ce sujet-là. C'est pour ça qu'on parle de parentalité numérique, parce qu'on sent que beaucoup de parents se sentent un peu dépassés, n'osent pas s'y frotter, parce que justement, ils ne connaissent pas bien les usages de leurs enfants. On peut être, comme vous l'avez dit, très utilisateur du numérique et passer à côté un peu des usages de ses enfants, parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes réseaux sociaux, on n'est pas sur les mêmes espaces. Pour autant, ce n'est pas pour ça qu'en tant que parent, on ne doit pas se saisir du sujet. Donc, en faire déjà un sujet de discussion, oser en parler avec ses enfants, pas choisir des moments de tension où on veut que l'enfant décroche parce que c'est le moment de passer à table ou parce qu'on estime qu'il a passé trop de temps devant les écrans, parce que ça en général c'est le moment qui va être plutôt un moment de friction que de discussion, mais de partager aussi ses découvertes, ce qu'on a vu aujourd'hui, la vidéo intéressante, demander à ses enfants ce qu'ils font, profiter des jeux vidéo aussi. Aujourd'hui c'est quand même un loisir qui rassemble parents et enfants, ça peut être un bon moment pour passer un moment numérique ensemble et échanger et peu à peu s'intéresser, mais s'autoriser aussi, parce que son mineur va être sur les réseaux sociaux, à se dire tu vas utiliser un service qui va collecter des données personnelles, il y a possibilité de paramétrer cet espace pour que ce soit un lieu sécurisé pour toi, on va le faire ensemble. Bref, la communication, ça a quand même certaines vertus. Dans le top 3 de l'inquiétude des parents et de ses sources d'inquiétude, il y a l'exposition à des contenus choquants, les mauvaises rencontres ou encore le cyberharcèlement. Nils, ça t'est arrivé, toi, à l'école. On a beaucoup parlé il y a quelques mois de ce fameux hashtag 2010 qui, du coup, se répondait comme un challenge. Pardon, tu nous dis ? C'était anti-2010. C'était anti-2010. Merci pour cette précision, tu as raison. Pourquoi est-ce que justement tu as l'impression que ça se répand plus vite, toi, dans les cours d'école, avec tes amis, avec les personnes aussi qui t'ont embêté à l'école? Ça s'est passé comment pour toi? C'est-à-dire que ce phénomène n'est pas vraiment arrivé dans mon collège et que dans mon collège, les gens sont plus intelligents, si je puis dire, que dans certains collèges parce qu'ils s'en fichent un peu qu'il y ait des 2010 dans leur collège. Alors que dans certains collèges, les 2010 sont jugés comme immatures entre guillemets. Mais dans mon collège, ça n'est pas vraiment arrivé et comme je suis pas en 6e, je n'ai pas été harcelée à cause de je suis née en 2010. Alors, tant mieux pour toi, ça on est content, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dis-nous comment tu as été approchée par des plus grands que toi qui, je crois,
t'ont poussé à faire des danses inspirées de Fortnite, mais dans la vraie vie? C'est vrai, c'était en sixième. Ils étaient 5, mais, mais sur ceux qui m'ont fait danser, entre guillemets, ils étaient 3. Ce qui veut dire, mais ça s'est réglé très très vite. J'en suis allée en parler à la vie scolaire, parce qu'il faut aussi le rappeler, la parole est la meilleure des protections, et c'est pour ça que ça s'est réglé très vite. Oui, donc justement, dès que tu as senti que tu étais harcelée, tu as eu cette présence d'esprit d'en parler justement à tes enseignants, à tes enseignantes, à la vie scolaire. Est-ce que tu en as aussi parlé à tes parents? Oui, mais quelques jours après, quand ils se sont rendus compte, quand un ami a parlé à ma maman, et donc du coup ça s'est réglé très vite. Mes parents ont appelé la vie scolaire et ça s'est réglé. Aujourd'hui, Ça n'a pas allé plus loin. On a pas, ça s'est pas prolongé plus loin que jusqu'à ce que mon ami m'ait dit que il fallait en parler. il faut toujours en parler, tu as bien raison. Aujourd'hui, est-ce que tu es encore confrontée aux autres ados qui t'ont mis dans cette situation, qui t'ont harcelé ou plus du tout? Plus du tout. Mais aussi avec mon ami et mon collège, mon meilleur ami et mon collège, on essaye aussi de sensibiliser contre le harcèlement et le racisme. C'est ce qu'on essaye de faire dans notre collège. Et c'est ce que tu fais justement avec nous aujourd'hui. On est très heureux de t'avoir dans cette émission. On revient vers toi dans un instant, justement. Reste avec nous. Carole Bien-Aimée-Besse, quand on entend Nils, on comprend que la façon dont il a été embêté, harcelé à l'école, ça vient de pratiques numériques. Justement, on a reparlé de ce hashtag anti-2010 qui harcelait les enfants nés en 2010 et donc en sixième au moment du déroulement de l'affaire. Vous avez été saisi, je crois, en tant qu'ARCOM il y a quelques semaines pour d'autres pratiques, des pratiques d'harcèlement et même de viol dans des environnements numériques, dans des jeux, dans des métavers. Est-ce que vous êtes compétent en l'occurrence? Alors, l'ARCOM n'est pas compétent sur ces questions, mais c'est vrai que aujourd'hui, les personnes, les spécialistes de jeux vidéo, du métavers et des plateformes comme Twitch ou autres font état effectivement dans la mesure où l'idée du métavers et autres est de répliquer ce qui se passe dans la vraie vie. On a un avatar qui vit sa vie, qui va faire son shopping, qui va travailler, et donc il peut se passer effectivement des agressions dans le métavers. Donc là, la question, c'est de savoir comment chacune des plateformes va pouvoir modérer et s'assurer que les utilisateurs en ligne ne subissent pas des agressions. Donc je pense que tout le monde y réfléchit, mais nous, le régulateur que nous sommes, n'est pas du tout compétent. Ce qu'il faut bien comprendre nous concernant, c'est que sur les plateformes, c'est une régulation systémique. C'est-à-dire que nous demandons aux plateformes de mettre en place des outils de modération ou des outils pour lutter à la fois contre la désinformation, les discours de haine, de s'assurer de mettre en place un outil de vérification d'âge à l'entrée des sites pornographiques, mais en aucun cas on est sur une régulation comme on peut le faire dans le linéaire, à savoir programme par programme, contenu par contenu, puisque sur le net, il y a tellement de contenu, enfin on a des millions de vidéos téléchargées par minute. Donc vraiment l'approche du législateur, c'était de se dire on est sur du systémique et pas sur du contenu par contenu. Et on reviendra au dossier d'actualité dans la deuxième partie de cette émission. Mais Axel, justement, ces cas d'agression, d'harcèlement potentiel d'enfants dans des environnements numériques, dans des métavers s'il en est, c'est quelque chose que vous anticipez avec Internet sans crainte? Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. La prévention, elle est essentielle. Parce que plus les enfants et les éducateurs sont alertés sur ce qui peut se passer, mieux ils auront les réflexes pour pouvoir stopper avant même que ça devienne du harcèlement. C'est important qu'ils puissent être capables d'identifier un comportement malveillant quand ça va trop loin. Quand on questionne les jeunes aussi qui se retrouvent à être harceleurs, souvent ils le font aussi pour la blague, pour faire comme les autres. Un âge, c'est vrai que le collège, c'est un âge un peu charnière. On a besoin de faire partie d'un groupe, de se positionner par rapport à un groupe, d'être populaire. Ça peut amener
sans qu'on soit forcément malveillant à adopter des mauvais comportements. Donc la moquerie, la blague, en général, est un point de départ qui peut aller vers des situations dramatiques. Donc parler de ça aux enfants, oser leur dire, leur dire aussi que quand ils sont en ligne, ils s'exposent aussi à des inconnus s'ils ne sont pas vigilants, s'ils ne mettent pas leur compte en privé, notamment sur les réseaux sociaux. Plus on s'expose à des inconnus, plus on s'expose à une parole d'inconnu qui peut tout à fait nous échapper. Damien, fin de la blague. J'ai la sensation des fois qu'il y a un décalage, on va dire, de perception, au sens où l'immatériel de l'internet fait qu'on ne se rend pas compte que les risques que l'on peut avoir en ligne, on n'y vivrait pas dans la vraie vie. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai décalage. Et il y a un deuxième élément aussi qui est: est-ce qu'il n'y a pas un problème d'exemplarité de la part des parents aussi? En gros, les données personnelles, par exemple, non, ce n'est pas bien. Faites attention à des données personnelles. Oui, mais moi, en tant que parent, peut-être qu'en fait, je suis pas non plus très irréprochable sur le sujet. Alors oui, c'est sûr que les parents ont un exemple à donner sur le sujet. C'est certain, quand très jeune, quand l'enfant ou même le bébé, des fois pas né, est déjà sur les réseaux sociaux, où les parents vont partager des images de leurs enfants sans être forcément vigilants, c'est pas forcément un bon message qu'ils renvoient à leurs enfants derrière. Donc bien sûr, il est important pour les parents de montrer l'exemple. Le parent est une référence pour son enfant. Après, sur le côté immatériel, oui, c'est essentiel. Il y a vraiment une parole simple à rappeler à son enfant, c'est que derrière un écran, il y a une vraie personne, que les mots blessent tout autant. Ça peut paraître évident, mais je vous assure que le rappeler, plein de jeunes ne se rendent pas compte. Très souvent, on entend ces paroles après. Je ne me rendais pas compte, je ne savais pas que ça blessait. J'ai pas pensé, c'était une blague, c'était pour s'amuser. Ils mettent des mots très légers derrière parfois des situations qui deviennent dramatiques. Et souvent, quand la spirale, quand le phénomène prend de l'ampleur, ceux qui ont participé au harcèlement ne savent pas forcément aussi comment réagir pour arrêter les choses. Oui, une dissociation entre nos vies numériques et nos vies en ligne, et pourtant elles sont de plus en plus, les lignes sont de plus en plus floues. J'imagine que tout le monde a au moins un compte sur les réseaux sociaux ici sur cette table. Tout à fait. Ouais. Oui. Ou même plus d'un pour Damien, moi aussi, je vous rassure. 63% des enfants de moins de 13 ans ont au moins un compte sur un réseau social. Ça peut paraître logique pour une génération ultra numérisée, sauf que c'est illégal en l'occurrence. La majorité des plateformes n'autorisent pas la création de comptes avant 13 ans. En France, la majorité numérique a été fixée à 15 ans. Nils, tu as 14 ans, mais tu as déjà une vie numérique extrêmement remplie. Changer d'âge, te donner une majorité numérique à 15 ans, ça change quoi pour toi? C'est-à-dire pas grand-chose parce que j'utilise très peu de réseaux sociaux pour l'instant. Mais je pense que je vais avoir plus de réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter par exemple. Là, j'ai déjà comme réseaux sociaux YouTube, WhatsApp et Snapchat, ce qui fait déjà assez beaucoup, mais ça veut dire que changer d'âge, ça donnera une majorité nécessaire et une maturité nécessaire. Donc du coup, t'es pas certain que ça change quelque chose pour toi parce que, encore une fois, tu as déjà des pratiques en ligne. J'imagine que tu es aussi accompagné, peut-être, par tes parents ou par des amis plus âgés que toi qui peuvent justement t'aider à comprendre comment fonctionne chaque réseau, ou c'est pas forcément le cas? Je suis accompagnée par mes parents et par ma sœur, aussi. Donc cet accompagnement, il est important pour toi parce que ça te permet aussi de te guider dans ces premiers pas, dans cette vie numérique qui va te suivre. On te le dit déjà ici tous parce qu'on est très âgés sur ce plateau par rapport à toi, mais qui va te suivre encore quelques années. Je te confirme, Axel, 15 ans, c'est le bon âge pour responsabiliser les adolescents face à leurs usages numériques et digitaux? Il n'y a pas un bon âge. L'important, c'est de les sensibiliser le plus tôt possible. 15 ans, c'est l'âge qui a été choisi effectivement en France pour la majorité numérique. D'autres pays européens ont choisi 16 ans. C'est l'âge où on estime que l'on est en tout cas responsable de ses données personnelles. Donc on peut publier en connaissance de cause ces données personnelles. C'est pas pour autant que même à 15 ans, les jeunes vont aller regarder les conditions d'utilisation des réseaux sociaux, par exemple. Carole, encore une fois, on le disait, la loi dit qu'un enfant, un adolescent ne peut pas créer de compte sur un réseau social avant ses 13 ans. En l'occurrence, c'est le cas pour 63% d'entre eux.
Qu'est-ce que l'ARCOM peut dire en l'occurrence? À rappeler que le RGPD, vous l'avez rappelé, il fixe un âge, et y compris pour certaines plateformes comme WhatsApp, c'est 16 ans. Donc il faut appliquer ce RGPD, c'est-à-dire qu'il y a à la fois aux plateformes, on demande aux plateformes de faire respecter ce RGPD, donc s'assurer qu'il n'y ait pas de faux comptes, identifier grâce à des outils divers et variés l'âge de l'utilisateur, et de l'autre côté, les parents. La parentalité numérique, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi connaître les conditions d'utilisation des plateformes utilisées par vos enfants. Au même titre qu'avant, on s'asseyait aux côtés de son enfant pour regarder un programme et savoir de quoi il s'agissait. Jouer avec son enfant aussi à certains jeux vidéo, ne pas s'amuser à lui acheter un jeu classé PEGI 18 alors qu'il n'a que 5 ans ou 6 ans, c'est respecter en fait les normes qui sont proposées. Alors c'est pas des normes coercitives, c'est des conseils. Mais typiquement, je vais revenir moi sur Squid Games, donc qui était diffusé sur la plateforme de Netflix, affiché plus de 16 ans. C'est-à-dire c'était très clairement dit. Et en fait, on a réalisé que des enfants de primaire avaient vu cette série et reproduisaient dans les classes de récréation les sévices subis dans cette série, qui était quand même une série assez violente, on peut le dire. Très violente. Donc, c'est vraiment, il y a une responsabilité partagée. Les plateformes doivent être plus vigilantes, les parents doivent s'emparer du sujet, doivent renouer le dialogue, ne doivent pas se sentir dépassés par telle ou telle technologie. Elles doivent effectivement renouer ce dialogue numérique, s'intéresser, jouer à tous ces jeux vidéo, aller sur ces plateformes, parce que comme vous l'avez rappelé, c'est-à-dire qu'on ne laisserait pas un enfant sortir seul dans la rue sans lui donner 2-3 consignes. Le RGPD qui est donc la réglementation générale sur la protection des données personnelles, règlement européen s'il en est, et qui est du coup en vigueur depuis 2018, notamment en France et dans les pays membres de l'Union. Nils, merci infiniment d'avoir témoigné, d'avoir été avec nous dans l'école du futur. Merci et bravo pour tout le travail que tu fais de sensibilisation justement auprès de tes amis, auprès d'autres collégiens et collégiennes. Évidemment, tu reviens ici quand tu veux. Et tout de suite, on fait un tour du côté de la planète tech. Mais que nous a réservé Cheryl Jessica Isengay aujourd'hui? On regarde ensemble. That's the big just moving this week ahead is really PR. So just finalizing that. We got the white paper. We have all the information out there. We're getting the translations done as we speak, and then once there's done, we can update the website as well, because I just have the free time now to do so. Something going to involve that, but yeah, that's the main bit. I want to take a seat. I'm tired of standing in real life. Where's my controller? Does that account for regional and global, or? I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're running in place. You seem like a natural. Whoa. All right, that's a little too realistic. See you later, Elise. That was fun. Good job. I think I'm losing my mind. I think I'm losing my mind. Trying to stay inside the lines. It's like you're running in place.
toujours sur le plateau de l'école du futur, vous le voyez, il y a des fous rires évidemment qui se passent sur ce plateau parce que ces images nous surprennent justement. Bien joué, Cheryl Jessica. On est toujours en plateau avec Carole Bien-Aimée Besse, membre du collège de l'ARCOM, avec Axelle Dessoin, cofondatrice d'Internet sans crainte. Safer Internet Day, c'est aujourd'hui, vous le savez, ce 8 février 2022. La parentalité numérique, c'est notre sujet du jour, mais ça tombe bien parce que c'est aussi l'idée derrière la tête de Damien Douani. Comment aider les enfants à réguler leurs usages, oui, mais sans avoir à se mêler en tant que parents de ce qu'ils font réellement? Justement, Marjorie, à votre avis, combien d'enfants entre 11 et 14 ans ont un smartphone, le leur, à eux? Le leur, je dirais un bon 60%. Ah, c'est pas mal. D'après une étude récente de Médiamétrie, c'est 65% des enfants de 11 à 14 ans qui ont leur propre smartphone personnel. Le premier téléphone, c'est à 9h30. Et oui, c'est jeune. C'est beaucoup plus tôt pour moi. Voilà. Et très souvent, c'est un cadeau qui est fait par les parents. C'est quelque chose qui est véritablement délibéré. L'initiative vient des parents. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Alors, oui, peut-être non, je ne sais pas. Dans tous les cas de figure, c'est pourquoi est-ce qu'ils mettent le doigt dans l'engrenage. 83% des parents sondés estiment que le smartphone va permettre de développer ces enfants. Ils vont pouvoir vivre avec leur temps, être connectés, emmagasiner des compétences. Peut-être que aussi c'est une manière d'avoir bonne conscience, je ne sais pas. Mais paradoxalement, 90% des parents interrogés sont inquiets justement au fait que leurs enfants deviennent accros aux écrans ou éventuellement fassent des rencontres qu'ils ne devraient pas faire sur Internet. Bon, donc c'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, on est pour mettre des écrans et des smartphones dans les mains des enfants, mais ça nous fait quand même peur. C'est ça. Donc la question, c'est tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est comment y aller de manière responsable et intelligente. Et c'est le principe du contrôle parental. Et dans toutes les solutions qui existent, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Xulu. Alors, heureusement est arrivé Xulu. Effectivement, il y en a plein de solutions, mais celle-là est intéressante. Pourquoi? C'est une société qui, en fait, à l'origine, faisait, et fait toujours d'ailleurs, un navigateur Internet qui permet de contrôler de manière intelligente ce qui est vu de manière, on va dire, dynamique. Et là, ils ont proposé une application, ou plutôt deux applications, qui vont se mettre sur les téléphones, les tablettes, les smartphones, ou les ordinateurs. Ça s'appelle Digital Coach. Alors, d'un côté, on a quoi? D'un côté, on a le Digital Coach pour les enfants. Donc, ça se met sur les appareils électroniques. L'objectif, c'est qu'ils deviennent autonomes et de faire en sorte qu'ils aient un comportement responsable à l'usage d'Internet. Alors, c'est une application. Ils vont, avec cette application, pouvoir gérer leur temps d'écran, leur temps d'utilisation. Ils vont avoir une vision avec une sorte de tableau de bord très précis des usages qu'ils ont. Ça va leur permettre aussi de s'auto-évaluer, de se rendre compte par rapport à la même classe d'âge, en moyenne, combien de temps les enfants du même âge utilisent les applications, Internet, etc. Et donc de se placer par rapport à ça. Ça va leur permettre aussi d'être encouragés, parce que c'est un coach. Donc si par exemple ils ont réussi à réduire le temps d'écran ou de mieux gérer leur temps d'écran, eh bien ça va leur permettre d'être encouragés par l'application. Le but du jeu finalement, c'est pas d'être coercitif, c'est d'aider à mieux gérer, à mieux comprendre, à reprendre de la matérialité finalement dans l'usage du numérique. Et c'est associé bien sûr à un navigateur Internet, donc qui lui a la caractéristique de bloquer les contenus inappropriés qui peuvent apparaître sous forme de photos, de vidéos ou de pop-up. Ça, c'est pour le principe, mais en pratique, comment ça se passe? Ça coûte combien? Est-ce qu'il y a un abonnement mensuel, par exemple, qui est proposé? Alors justement, comment ça marche? Il y a un abonnement mensuel, parce qu'il y a aussi l'application parent, et de l'autre côté, donc l'application jumelle, va permettre aux parents, eux, de véritablement être une tour de contrôle. Ils vont regarder de manière très transparente ce qui se passe sur le téléphone, autrement dit, à qui ils envoient des SMS, les appels, ce qu'ils vont voir et ainsi de suite. Et donc, ça va permettre d'avoir une logique d'esprit d'équipe. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Et donc, justement, le prix de tout ça, eh bien, c'est un abonnement, il y a un essai gratuit de 30 jours, et ensuite, c'est un abonnement au nombre d'appareils. C'est 3 € pour un appareil, ça va jusqu'à 7 € pour un nombre d'appareils illimité. Donc, c'est plutôt accessible, je trouve. Et ça permet vraiment d'avoir cet esprit d'équipe, de s'asseoir à côté, pas d'être dans une logique de « je t'interdis de faire ça ». Non, au contraire, on essaie de grandir ensemble. Oui, ça suppose que les enfants auront peut-être d'autres devices du coup pour que Xulu puisse être installé sur ces autres appareils pour renforcer ce contrôle parental qui est plus un esprit d'équipe finalement, si je t'entends bien Damien, qu'autre chose. Axelle, Carole, ce type d'outil très pragmatique en contrôle parental, c'est quelque chose qui aujourd'hui va dans la logique justement des parents et de cette parentalité numérique dont on parle aujourd'hui dans l'école du futur. Oui, le contrôle parental est un bon outil pour accompagner la parentalité numérique. Ça ne doit juste pas être le seul outil. Mais effectivement, il est intéressant si on l'explique aux enfants. C'est-à-dire qu'on l'installe et on explique pourquoi on le met en place. Et beaucoup de parents pensent que ça va être un peu l'outil magique pour protéger des contenus choquants. Mais ça ne sert pas qu'à ça, le contrôle parental. Ça peut aider à gérer le temps,
à décider qu'il y a certains contenus vers lesquels l'enfant ne va pas. Et donc, ça peut être un bon support pour expliquer à son enfant, tu as un smartphone, tu as une console de jeu. Il faut savoir aussi que les contrôles parentaux existent sur tous les matériels numériques. Les parents pensent toujours Internet, l'ordinateur, mais pas que. Sur smartphone, il y a, sur console. Et de pouvoir leur dire justement, j'installe ça parce que tu es trop jeune pour accéder à certains contenus. Donc, je suis rassurée, tu vas pouvoir utiliser ton smartphone en ayant accès qu'à quelques applications. Et puis parce que c'est pas facile d'équilibrer son temps, je vais décider que par jour, tu peux y accéder qu'1 heure, par exemple. Chacun va décider de ce qui est bien par rapport à ses règles d'éducation. Mais c'est un outil parmi les autres. Carole, les outils de contrôle parentaux, c'est quoi? C'est de l'autorégulation finalement de la part des parents du temps d'écran? Oui, du temps d'écran et aussi de ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de pouvoir à distance faire un petit point sur ce qui a été vu par l'enfant ou l'adolescent est important, puisqu'il n'y a pas que le temps d'écran. C'est-à-dire que passer 5 minutes sur un site pornographique quand on est mineur, c'est 5 minutes... c'est un temps court, mais le contenu est tellement choquant que l'impact pourra être important. Moi, effectivement, nous, on s'est toujours dit que le contrôle parental, c'était un outil qui participait effectivement à l'éducation des parents. Donc, je rappelle la création de ce site jeprotegemonenfant.gouv.fr qui a été créé à la fois par le CSA, l'ARCEP, mais aussi tous les fabricants de contenu, les plateformes, pour justement donner des conseils aux parents en fonction de la marque de votre téléphone, de votre ordinateur, de votre console, un tutoriel pour installer ce fameux contrôle parental, puisque évidemment ils sont différents les uns des autres, pour rajouter un peu de complexité. Et par ailleurs, sur ce site, on retrouve aussi des conseils sur la vie des parents, des enfants et des adolescents. Puisque à la base, ce site a été créé pour lutter contre l'exposition des mineurs à la pornographie. Mais si en parallèle, on n'explique pas, on donne pas des indications sur la vie sentimentale des enfants, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a donc une partie vraiment technique d'installation, mais une partie aussi de conseil qui est elle aussi très importante. Et la protection des mineurs par rapport aux sites pornographiques, on y revient justement dans un instant parce que c'est l'actu brûlante, si je puis me permettre, auprès de l'ARCOM et justement en matière de protection des enfants et des adolescents. Justement, ces solutions pour pouvoir célébrer ces enfants connectés parce que nous sommes tous et toutes concernés, on continue à en parler tout de suite. Alors justement, Axel de Saint, pour pouvoir accompagner les parents, pour pouvoir instaurer ce débat au sein des foyers dont on parlait tout à l'heure, vous avez lancé Familium. C'est une plateforme, mais c'est aussi une série de vidéos. Voilà ce que ça donne, par exemple. Les réseaux sociaux, elle m'en parle tous les jours. Toutes ses copines y sont, du coup, elle comprend pas pourquoi je refuse encore qu'elle s'inscrive. Mais alors, comment faire? Comment lui expliquer que ces réseaux lui sont interdits? Rappelez-lui que les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok et même YouTube interdisent l'accès à leurs services avant 13 ans. Et jusqu'à 15 ans, âge de la majorité numérique en France, elle a besoin de votre autorisation pour s'y inscrire. C'est la loi. Comment la préparer aux échanges en ligne? Les enfants sont trop jeunes pour gérer seuls leur identité numérique et leurs données personnelles. Vous pouvez la préparer aux échanges en ligne avec un groupe de discussion en famille ou entre amis et lui expliquer qu'en ligne, comme dans la vie, on se respecte et on fait attention à ce qu'on partage. Et ben voilà, du bon sens. Pour créer Familium, vous avez audité plus de 800 familles. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Alors, effectivement, on questionne régulièrement les parents pour pouvoir apporter des solutions. Parce qu'on organise le Safer Internet Day, mais toute l'année, Internet sans crainte propose en fait une centaine de ressources gratuites pour accompagner l'éducation numérique. Donc, on questionne notre public. Les parents, quand on les a questionnés, on était surpris de recevoir presque des appels au secours. Énormément de témoignages qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à gérer. Ils étaient surtout très préoccupés par les questions de temps d'écran. D'ailleurs, tellement préoccupés que ça venait occulter les autres problèmes. Et on s'est dit, il faut qu'on apporte une solution pour leur montrer que le temps n'est pas forcément l'enjeu. Effectivement, c'est important de savoir qualifier ce temps d'écran, de savoir l'équilibrer, mais il ne faut pas que ça cache toutes les pratiques qu'il y a autour et aussi toutes les pratiques positives. Et c'est pour ça que l'on a créé cette plateforme avec le soutien de la Mildeca. Alors on fait aussi partie du protocole Je protège mon enfant.
Mais cet outil vient en prévention, aider les parents en fait à poser un cadre, à définir en fait ce qu'on a appelé la charte numérique de la maison et à leur mettre à disposition par rapport à leur profil, à leurs problématiques, toute une série de conseils qu'ils peuvent personnaliser et ensuite sélectionner pour créer la charte qui correspondra à leur famille. Et justement, ce dialogue, on le disait, c'est important de toujours instaurer ce dialogue au sein des familles pour pouvoir échanger sur les pratiques numériques, lesquelles peuvent être dangereuses, lesquelles justement peuvent être plus heureuses justement dans cette vie digitale qui s'ouvre pour ces enfants et ces adolescents. Il y a un dialogue aussi qui s'est instauré entre l'ARCOM et entre les plateformes, puisque vous pouvez désormais superviser, Carole, les pratiques sur les réseaux sociaux. On parle de Facebook, d'Instagram, de Twitter, de YouTube, de TikTok aussi. Ces GAFAM et leurs dirigeants, vous allez les retrouver très bientôt pour des négociations sur les chartes d'encadrement du travail. On parle bien de travail d'enfants influenceurs. Et ça fait suite à la loi Studer. Que dit-elle exactement ? Alors la loi Studer, qui porte le nom donc du député qui l'a porté, qui est là en fait en continuité de la loi de 86 que nous appliquons, effectivement, qui encadre la participation des enfants à des émissions de télévision. Donc on ne peut pas faire travailler un enfant ou ni même l'interviewer, le faire participer sans l'autorisation des parents, sans un cadre légal. Et donc effectivement cette loi qui a été portée par le député Studer permet effectivement d'encadrer ce qui se passe sur les plateformes telles que YouTube. On a pu voir des enfants influenceurs, des enfants faisant de la promotion de certaines marques, déballant des jouets, déballant des jouets et autres. Et effectivement, ça se fait parfois dans un cadre légal et la plupart du temps, ça n'était pas. Donc cette loi, elle incite vraiment toutes les plateformes à faire le nécessaire pour que les enfants qui participent que les parents aient pu donner leur autorisation. Et le rôle de l'ARCOM dans tout ça, c'est effectivement de participer à la rédaction de ces chartes de bonne conduite pour que chacun des sites, y compris les sites étrangers, on a considéré qu'il n'y a pas de raison de faire une différence entre les uns et les autres, et rédiger des chartes de bonne conduite pour éviter effectivement que les enfants soit ne perçoivent pas de rémunération ou qu'ils travaillent ou qu'ils enregistrent des vidéos toute une journée. Vous le savez bien en tant que journaliste, c'est un travail qui est fatigant et donc retrouver des enfants qui étaient là à enregistrer des vidéos tout au long de la journée, c'était absolument pas possible. Et évidemment, l'autorité parentale indispensable pour l'enregistrement de ces vidéos. Donc oui, il y a un vrai sujet et donc cette loi maintenant nous donne compétence pour s'assurer du bien-être des enfants. Et je précise que Nils, dans la première partie de cette émission, a participé avec l'autorisation de ses parents, bien évidemment. Axel, est-ce que les familles, est-ce que les parents justement se tournent parfois vers vous pour mieux comprendre aussi comment est-ce que la vie numérique de leurs enfants peut aussi devenir parfois un métier ? Est-ce que ces enfants influenceurs, c'est des dossiers que vous avez à traiter ? Alors, effectivement, la question des enfants influenceurs, c'est un sujet qui nous remonte parce que cette vie sur les réseaux sociaux, tous ces comptes qu'ils suivent, ça les fait rêver. Aujourd'hui, tous les enseignants nous font remonter que dans les petites fiches qu'ils font remplir en début d'année, youtubeurs, influenceurs fait partie des métiers qui font rêver les enfants aujourd'hui. Donc, les parents ne l'abordent pas avec nous sous l'angle de l'autorisation, le cadre qu'il y a à faire travailler ces enfants, mais ça les inquiète de voir l'attirance qu'il peut y avoir, la manière de promouvoir les marques, de valoriser son corps. Aujourd'hui, on voit les dérives que ça peut donner sur des plateformes comme TikTok, par exemple, ou des très jeunes. On parlait d'enfants en ligne avant 13 ans, mais aujourd'hui, plus d'un enfant sur deux a un compte sur un réseau social en primaire, donc bien avant 11 ans aussi, et beaucoup sur ces types de plateformes où ils vont adopter des postures qui ne sont pas celles de leur âge, sans forcément avoir conscience de ce que ça peut susciter derrière en termes de mauvaises rencontres et de réactions qui peuvent aller vers du cyberharcèlement.
Damien, ça renforce l'idée de se dire qu'il y a une frontière de plus en plus floue entre les vies numériques et les vies physiques de ces enfants. Il y a clairement effectivement un flou qui se crée, et notamment, vous en parliez il y a quelques instants, on parlait des enfants influenceurs, mais il y a des parents influenceurs qui font des choses avec leurs enfants sur les réseaux. Ça aussi, comment vous allez l'adresser? Parce que là, après tout, ils ont envie de vous dire, voilà, on fait des jeux avec nos enfants, et on se filme, etc. Quelle pédagogie apporter à ça? Je parlais justement des chartes de bonne conduite, et c'est pas parce que les parents considèrent que ce qu'ils font faire à leurs enfants est bien que la loi le considère aussi. Très souvent, et que la loi, il y a des tas de parents qui considèrent que ce qu'ils font est formidable, mais il y a la loi qui est là pour rappeler un cadre, et donc faire participer son enfant ou se filmer en famille dans toutes les postures et les pièces de la maison, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Donc cette loi, elle est là aussi pour encadrer les parents qui ne respecteraient pas ces dispositions. Donc oui, enfin moi, honnêtement, je pense que c'était important d'alerter les parents. Ce qui est important aussi, c'est d'alerter sur effectivement la comparaison sociale, cette pression qui est mise par les réseaux sociaux sur les enfants. Donc on rêve de devenir influenceur parce qu'effectivement, ce qui est projeté, c'est une vie exceptionnelle dans un cadre où tout brille. Donc les enfants se projettent et comparent avec leur vie en se disant ma vie est misérable. Et c'est là où il faut faire comprendre que ce n'est pas la réalité. C'est comme une fiction qu'on leur projetterait et qui n'est pas la réalité. Et ces questions de comparaison sociale et de pression qui engendrent aussi des états dépressifs. On a pu le voir pendant le confinement, qu'au sortir du confinement, les enfants, certains adolescents étaient dans un état psychologique très atteint. Il est aussi important de rappeler que voilà, ce n'est pas la réalité, et de rappeler aussi que les enfants de primaire ne peuvent pas se mettre à avoir des danses plus que suggestives dans le cadre de ces réseaux sociaux qui, en plus, ne sont pas faits pour eux. Étude que certains réseaux sociaux contestent toujours, Instagram versus la vie réelle, parfois ça fait du bien de le rappeler. L'autre dossier sensible, Carole, c'est celui de faire respecter l'interdiction d'accès aux mineurs aux sites pornographiques. En France, ces sites comptent 20 millions de visiteurs uniques par mois. 80% des mineurs ont déjà vu des contenus porno et à 12 ans, près d'un enfant sur 3 a déjà été exposé à ces images. En application de la loi, vous avez mis en demeure 5 sites dont ou encore Tukif. L'objet de la demande, c'était les obliger à contrôler tout simplement l'âge de leurs utilisateurs. Vous leur aviez donné 15 jours, c'était mi-décembre. Vous avez eu des nouvelles depuis ? Oui, alors c'est la loi qui le demande. Je vais faire un petit saut en arrière. C'est vrai que c'est une loi de 2020 qui nous donne compétence sur le sujet. C'était la loi contre les violences au sein du couple et les violences conjugales, considérant qu'effectivement la pornographie, de ce qu'on peut voir sur les plateformes en ligne, pouvait servir de modèle ou inspirer de façon négative les comportements de certains à l'encontre des femmes. Donc l'idée, c'était de se dire, reprendre les chiffres que vous avez donnés et de faire comme à la télévision, que les enfants n'aient pas accès au contenu pornographique. Donc les sites éditeurs pornographiques doivent avoir un système de contrôle d'âge. Et donc notre travail, c'est de contrôler cette mise en conformité de ces sites et donc via des constats d'huissier et autres. Donc là, on est en échange avec eux et ensuite, si c'est pas le cas, on transmettra au juge judiciaire qui lui ira plus loin qu'une mise en demeure. Donc l'idée n'est pas d'interdire la pornographie. Nous on applique une loi de liberté, c'est de faire en sorte que les mineurs n'y aient pas accès. C'est ça le sujet, c'est que les mineurs n'aient pas accès à la pornographie, puisque je reviens sur ce que je disais au tout début, c'est que le cerveau des enfants n'est pas mature et effectivement d'être exposé à ces images peut avoir des dégâts sur le long terme. Et puis aussi un impact sur l'éducation à leur future vie sexuelle. Là aussi, c'est des questions sur lesquelles vous pouvez accompagner parfois les familles, parfois les enfants, essayer de mieux comprendre que les protéger de ces images, les protéger de la pornographie, c'est aussi leur permettre d'engager le dialogue avec leurs parents sur d'autres types de pratiques. Tout à fait. Il y a vraiment enjeu à parler de tous ces sujets. Alors c'est vrai qu'il y a un enjeu autour de la question de la sexualité, d'aborder ces sujets-là. Nous, c'est des sujets sur lesquels on est très sollicité et avec lesquels on travaille avec d'autres partenaires de la protection de l'enfance sur ces thématiques-là pour pouvoir sensibiliser très tôt
et en dehors, j'ai envie de dire, du cadre qui peut être fait dans les établissements scolaires, qui est très sur la reproduction. C'est vrai qu'il y a un décalage entre le discours qu'ils peuvent avoir. Alors, il y a évidemment des interventions qui se font, mais il y a besoin de remettre un petit peu des règles et surtout un dialogue dans la famille pour que les enfants, justement, n'aillent pas chercher en ligne des réponses à ces questions, parce que souvent, et c'est pour ça que des très jeunes ils sont exposés, ils vont juste poser la question à Internet, comment on fait les bébés, et ils vont arriver sur un contenu auquel ils ne s'attendent pas du tout, et effectivement, ils ne sont absolument pas prêts psychologiquement, et on a aussi aujourd'hui des retours de psychologues qui nous parlent d'atteintes à très long terme, avec même des traumatismes assez similaires au viol, simplement, je ne veux pas du tout minimiser, au contraire, en ayant été confrontés à des images pornographiques. Donc oui, il y a un vrai point de vigilance sur ce sujet. Alors, régulation, volonté politique, initiative, ONG, on voit bien que ces solutions sont donc à co-créer. Enfants connectés, tous concernés. Pour la conclusion de cette émission, il faut vraiment le prendre au premier sens du terme, Carole? Ah oui, totalement. Et le faire sans culpabiliser, mais vraiment en prenant à bras-le-corps le sujet et en se disant que c'est maintenant, de savoir quelle société on veut aussi. Est-ce qu'on veut une société faite de violence à l'encontre des femmes? Non. Donc, clairement, je trouve que ce que fait Axel Dessins, un travail exceptionnel. Nous, de notre côté, on s'appuie sur les moyens juridiques qui sont les nôtres. Il en faut peut-être d'autres. On est au début de cette régulation du numérique, donc voilà, à suivre. Damien? Moi, la question qui me fait bien comme ça, c'est que je me dis, quand j'ai appris à conduire, on m'a fait passer un permis, et j'avais pas le droit de prendre la voiture si j'avais pas le permis, j'avais pas l'âge. Et c'est un peu cette notion-là qui me vient, cette notion de permis de conduire. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on file la voiture à plein de gens, et qu'il y a peut-être, au début c'était génial, parce que c'était plutôt des adultes. Aujourd'hui, qu'il y a des enfants, peut-être cette question-là de permis de conduire, finalement. À voir, à débattre. Je pense que ce que vous avez créé dans le cadre des chartes au sein de la famille, c'est un bon début, je trouve. On propose effectivement des outils pour aider à mettre un cadre. De la même manière, là, pour le Safer Internet Day, on a créé des kits pour les établissements scolaires pour qu'ils puissent faire des ateliers de sensibilisation. L'objectif, c'est ça. C'est vraiment de donner les clés, que ça prenne le nom d'un permis, peu importe le nom, mais l'enjeu d'accompagnement, je suis tout à fait d'accord avec vous, il est essentiel et il doit concerner tous les acteurs autour de l'enfant. Qu'on arrête de se rejeter la faute, en fait c'est ça, mais que tout le monde se saisit du sujet à sa manière pour faire en sorte que les jeunes, mais aussi les parents, aient une vie numérique apaisée, parce que c'est un échange de bons procédés. Absolument, ce rêve d'une vie numérique apaisée, on a des solutions, vous le voyez aujourd'hui sur ce plateau pour le Safer Internet Day 2022, enfants connectés. Tous et toutes concernés. Merci infiniment, Carole Bien-Aimée-Besse, d'avoir participé à cette émission. Axel Dessins, évidemment. Damien Douani, comme toujours. Et merci encore à Nils Haddad d'avoir été avec nous en première partie de cette émission. C'est la fin, justement, de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur les réseaux sociaux de façon apaisée avec le hashtag l'école du futur. Et demain, ici, en studio, restez connectés de façon apaisée, encore une fois.